après cet excellent exposé très dense. Je n'en ai vu qu'un en train de s'endormir. Et merci beaucoup pour l'invitation. Et c'est vraiment un plaisir pour moi de me retrouver à partager le temps de parole pour une conférence avec Arnaud Zacharie. Parce que ça fait, je pense, 12 ou 13 ans qu'on n'a plus l'occasion même de boire un verre ensemble. Donc j'espère qu'on ne va pas attendre encore des années à partir d'aujourd'hui. Mais toute une série d'entre vous savent que Arnaud et moi, on a travaillé beaucoup ensemble à la création d'Attac en 1999. Et puis quand Arnaud est devenu permanent, a rejoint l'équipe permanente du CADTM en 2000 ou début 2001, on a sorti ensemble des livres, un livre qui s'appelle Le bateau ivre de la mondialisation, un deuxième qui s'appelle Afrique, abolir la dette pour libérer le développement, un troisième sortir de l'impasse, de la crise. Et on a travaillé aussi sur la publication du Congrès citoyen en 2001, qui était organisé avec Attac, où il y avait eu beaucoup de monde, une dizaine de jours après l'attentat contre les tours Genève aux États-Unis. Et on a travaillé ensemble très étroitement jusque 2004, quand, à partir de 2005, il est passé au CNCD, dont il est devenu secrétaire général. Et alors, on a des contacts étroits entre le CADTM et le CNCD, mais ça passe plus directement entre Arnaud et moi, mais il y a des campagnes communes, etc. Et je vais en dire un mot d'ailleurs. Alors, en fait, je vais dire, il va y avoir une partie de l'exposé sur, je dirais, les solutions qu'on avance en tant que CADTM à la problématique qui était posée par Arnaud. Et puis, je vais parler en termes de 10 ans, en disant qu'est-ce que, du côté du CADTM, souvent en collaboration avec Attac, on a fait en Belgique et sur le plan international, parce qu'on est ici un bon nombre de militants, dont pas mal d'années derrière eux, et donc c'est toujours intéressant de revenir sur pas simplement l'analyse des phénomènes objectifs qui nous dépassent, mais aussi ce qui a été fait concrètement pour intervenir dans cette crise. Alors, juste dire, mais c'est une parenthèse, mais ça a quand même son importance. Est-ce qu'on commémore les 10 ans de crise? Jean-Marie Haribey, vous connaissez, le président du conseil scientifique d'Attac France, et je fais partie de ce conseil scientifique. Lui, il est très pointu, il est énervé. Arnaud se rappellera que Jean-Marie, quand il commentait certains de tests qu'on lui soumettait en proposition, était assez pointu, mais lui, il se fâche très fort dans Attac France. C'est pas 10 ans de crise, c'est 11. La crise a réellement, les premières grandes faillites bancaires, c'est 2007, et c'est tout à fait vrai. En plus, la crise du subprime, elle a commencé en 2006. Et s'il y a eu finalement la faillite de Lehman Brothers, ben c'est parce que pendant 1 an et demi, 2 ans, il y avait une série de faillites. Et Lehman, c'était la banque importante d'affaires que le gouvernement des États-Unis a décidé de ne pas sauver. Et c'est pour ça qu'on parle de Lehman Brothers. C'est pas ce qu'on n'a pas sauvé, mais des tas d'autres banques étaient en faillite et ont été soit rachetées, soit sauvées. Par exemple, Hypo Real, qui était une très grosse banque liée à l'immobilier en Allemagne, a dû être sauvée en
en 2007. Mais bon, donc ça c'est sur la question du timing. Sur la question des solutions, au niveau du CAD-Term, on a publié il y a 2 mois un numéro spécial de notre revue intitulé « Pour une socialisation des banques ». Il y a un diagnostic sur la situation des banques, sur les 11 ans de crise, je dirais, sur la situation des banques, sur les banques éthiques en Europe, qu'est-ce que c'est, sur les campagnes pour défendre les banques publiques, la campagne Belfius c'est à nous, et puis il y a toute une argumentation sur la socialisation. Alors au niveau de l'analyse de la crise bancaire, moi j'avais publié ce livre, Bancocratie, en 2014. Franchement, j'ai rien à corriger dans ce livre. Je le connais, je sais ce qu'il y a dedans, et je vous assure que c'est pas parce que c'était publié en 2014 que c'est inutile de le lire, parce que ce serait dépassé. Non, il faut ajouter des choses, parce que la vie a continué depuis 2014, mais l'explication concernant la situation des banques en Europe et dans le monde, et la politique des banques centrales par rapport à la crise bancaire, et les solutions proposées, tout ça reste tout à fait valable. Donc un jour, j'aurai peut-être le temps d'actualiser en ajoutant des chapitres, mais je n'aurai pas à modifier ou à supprimer des choses dans les chapitres que j'ai qui se trouvent dans ce livre. Tout ça, c'est de la promotion, évidemment, pour que éventuellement vous acquérez ce livre qui est là, et surtout que vous le lisiez. Alors, sur la proposition du CAD-Term, en fait, elle est très simple, elle est très radicale, c'est souvent comme ça avec le CAD-Term, c'est de dire, en fait, le métier de la banque est trop sérieux que pour le laisser aux mains des capitalistes. Pour paraphraser la phrase, la guerre est trop sérieuse que pour la laisser aux mains des généraux. Les capitalistes ont démontré, quand ils gèrent les banques, vu qu'ils poursuivent la recherche du profit immédiat, qu'ils sont prêts à toutes les turpitudes et à prendre énormément de risques, puisqu'ils savent qu'ils seront de toute façon, en cas de risque de faillite, sauvés. Il y a eu juste Lehman Brothers qui n'a pas été sauvé, mais son directeur, lui, a eu un parachute doré, donc même sur le plan personnel, il n'y a pas de risque, et les dirigeants de la banque Lehman Brothers ne se sont pas retrouvés en prison, et donc ils sont poussés à prendre énormément de risques, et ils ont continué à prendre énormément ces dernières années. Et juste pour compléter un élément de ce qu'a dit Arnaud, le bilan des banques, le total bilantaire des banques, des grandes banques, a continué d'augmenter, alors que un des engagements, c'était de dégonfler le montant total des actifs bancaires. Et puis, il a aussi indiqué que le shadow banking, on n'y a pas touché, donc ces énormes actifs bancaires à risque qui sont situés hors des bilans bancaires, ils sont toujours bien là, c'est énorme, et le risque de transmission d'une crise qui toucherait les véhicules dits spécialisés et qui opèrent pour les banques dans le shadow banking, le risque de transmission aux banques est énorme. Et effectivement, comme il a dit, la question c'est pas est-ce qu'une prochaine crise aura lieu, c'est quand, à quelle date elle aura lieu. Mais le fait qu'on aura une crise bancaire, c'est certain. Elle sera connectée à une crise boursière. D'où démarra-t-elle? Est-ce que c'est à Hong Kong? Est-ce que c'est à Pékin? Est-ce que c'est à Wall Street? Mais comme on l'a dit, ces banques sont largement interconnectées. Et si c'est du côté de Pékin ou de Hong Kong, Arnaud a montré l'exposition des banques britanniques à l'égard de la Chine. Mais n'en faites pas, ça peut aussi être Francfort, ça peut être Paris. N'imaginez pas que c'est nécessairement
de l'autre côté de l'Atlantique ou en Extrême-Orient que ça va exploser. Ça peut être en Italie, ça peut être à Madrid, ça peut être à Paris, Bruxelles ou Francfort. Et donc, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre la prochaine crise. Bien sûr, nous ne sommes pas capables, là, ici présents, de prendre les décisions qu'il faudrait, mais par contre, on est capable, normalement, de se mettre d'accord sur des propositions et d'essayer de les rendre populaires. Et c'est bien ça l'objectif d'orientation d'éducation permanente. Et donc, dans ce cadre-là, le CADTM dit il faut transformer, en fait, le secteur bancaire et des assurances en service public. Il faut un monopole public sur le métier de la banque et des assurances. Et on peut avoir une exception à ce monopole, c'est un secteur bancaire coopératif de petite taille, le Crédal, des choses comme ça, la Nef en France, où les coopérateurs sont en mesure de jouer réellement leur rôle et de contrôler l'activité de la coopérative de crédit et d'épargne. Mais le reste, pour nous, ça devrait être un service public. Et donc, si on essaie d'imaginer ce que ça veut dire, ça veut dire que, concrètement, faisons un effort d'anticipation. Si nous arrivions à ce qu'un gouvernement transfère les banques actuelles et les assurances vers un service public, qu'est-ce que ça donnerait? D'abord, tous ces grands bâtiments avec ces grandes enseignes, Belfius, BNP Paribas et autres, ce ne seraient plus des grands bâtiments. On aurait un service public bancaire et de l'assurance, où on aurait dégonflé tout à fait le bilan du total des banques qui opèrent, par exemple, en Belgique aujourd'hui. Ce serait ramené en réalité, si vous enlevez ce qui n'est pas relié à l'économie réelle, vous pouvez enlever quasiment 80% du bilan des banques aujourd'hui. Parce que ce 80%, il est sur des activités du type marché, dérivés, titres financiers, titrisation, etc. Donc on aurait dégonflé les actifs bancaires, donc le bilan transféré au service public, et on aurait de nouveau un tissu d'agences locales dans les quartiers, dans les hameaux, pas simplement dans les bourgades et en centre-ville. C'est quand même frappant, vous allez, que ce soit en Belgique ou en France, dans des bourgades, vous avez quelquefois une bourgade où vous aurez 3 banques différentes avec des ATM, des distributeurs de billets, et puis à 10 ou 12 km à la ronde, dans les villages autour, rien. Et donc les personnes qui ont des besoins, et notamment les personnes qui ont des difficultés de déplacement, etc., doivent absolument avoir une bagnole pour se rendre à... et là, elles ont le choix entre différents guichets automatiques et de moins en moins de contacts avec des êtres humains, puisqu'on licencie à l'appel. Nous, comme CADTM, on avait notre agence de crédit à Cointe, et elle est fermée depuis maintenant 3 jours. On a fermé le bureau de poste, qui était à 100 mètres, et on vient de fermer l'agence bancaire BNP Paribas, qui était avant la CGER, parce que je suppose comme un certain nombre d'entre vous, moi-même, d'une part, et le CADTM comme association, on était à la CGER, et on s'est retrouvé à Fortis, et puis à BNP Paribas, sans faire aucun choix, puisqu'il n'y avait pas plus de banques publiques. D'autant que si on avait un compte au crédit communal, c'est passé à Dexia, et on était aussi du côté du privé. Et si on a un compte à la Poste, comme la Poste, la Banque de la Poste et l'activité bancaire appartient à BNP Paribas Fortis, on n'a plus rien de public en Belgique. On a Belfius, qui fonctionne comme une banque privée, c'est une société anonyme privée, dont les actions sont aux mains à 100% de l'État, qui veut les remettre sur le marché le plus tôt possible. Il vient de rater la fenêtre, comme vient de l'écrire l'Écho, le moment où il pouvait le mettre sur le marché, mais il compte bien le mettre sur le marché, remettre Belfius
sur le marché. Bon, donc, je reviens dans mon anticipation, on aurait de nouveau un service bancaire public à proximité des gens. Pourquoi faire? Pour recueillir l'épargne et pour octroyer des crédits. Pour octroyer des crédits à qui? À des familles, à des collectivités locales, à des associations locales, à des entreprises locales pour des projets qui ont à voir avec l'économie réelle dans la localité. Si on a un service public et qu'on a des entités de petite taille, on peut organiser le contrôle citoyen sur l'utilisation des dépôts et sous forme de crédit. Les élus locaux sont en mesure de contrôler des agences publiques locales. Les usagers organisés en comité peuvent aussi contrôler. Les travailleurs des agences locales, si la taille du bilan et s'il n'y a plus de produits dérivés, etc., dans le bilan, peuvent eux-mêmes comprendre de quoi il s'agit, parce que vous savez, un employé de BNP Paribas ou de Belfius, il ne comprend absolument pas ce que fait la banque. Il est juste formé pour répondre à des questions qu'on lui pose au guichet, qui sont des questions de base, mais il ne comprend pas en fait ce qui concerne le destin de sa banque et au moins 80% des activités que celle-ci réalise, ou c'est des départements spécialisés dans le trading et tout ça qui opèrent en totale opacité. Et donc on aurait un service public de la banque et des assurances. On dit aussi des assurances parce que les assurances sont également des sociétés financières qui sont potentiellement dangereuses. On a été au bord de l'effondrement de Ethias, et les grands groupes comme AXA, etc., travaillent fortement à risque, et il y a de l'épargne de vous et de moi dans les assurances aussi. Il y a les piliers 2 et 3 du système des pensions qui sont souvent gérés par les assurances, et tout ça devrait rentrer réellement dans une mission de service public. Si on a un service public, ça veut dire que pour nous, si vous voulez, on préfère parler de socialisation et de service public que de nationalisation des banques. Parce que nationalisation des banques, on pense étatisation. L'État reprend la banque, il en devient l'actionnaire principal, c'est le cas de Belfius, et celle-ci continue à faire ce qu'elle faisait avant. Et effectivement, le bilan, par exemple, des nationalisations réalisées par Mitterrand en 1981-82, il a nationalisé 39 banques, c'était assez important. Après, ça a été reprivatisé, mais les gens n'ont pas vu la différence, parce que les missions n'ont pas été redéfinies. Or, si on a un service public, on définira une charte d'objectifs du service public. Et on dira, et par voie légale, on interdira toute une série d'activités qui n'ont rien à voir avec l'économie réelle et qui ont un potentiel dangereux. Donc, on interdira, mais là je ne veux pas vous assommer avec des détails, mais on interdira la titrisation. Ça veut dire qu'on dira aux banques, aux agences bancaires, vous devez garder dans votre bilan les crédits que vous octroyez. Parce que pour le moment, des banques octroient des crédits et puis revendent ces crédits en produits structurés à dose. C'est ce qu'on appelle la titrisation. Et finalement, on ne sait plus très bien où les crédits de départ se trouvent. Et quand ça explose partout. Et ça n'apporte rien. Parce que si on titrise, si vous voulez, si on peut se défaire des crédits, on se dit qu'on se défait des risques qu'on a dans le bilan. Et donc on peut mettre dans son bilan encore d'autres activités avec d'autres risques qu'on refourgue à d'autres, et tout ça finalement fait une énorme bulle qui explosera. Donc, alors, ça c'est pour le local. Alors il faudrait, dans le cadre d'un pays comme la Belgique ou la France, combiner ça à
des agences de financement, là qui seraient fédérales, pour par exemple la transition écologique, la transition énergétique, la fermeture des centrales nucléaires. Là, ça demande des moyens de financement très importants. Et là, ce n'est pas à l'agence bancaire locale, il faudra demander à l'agence bancaire locale publique de Tihange de financer la fermeture de Tihange et le recyclage des déchets nucléaires. Là, on peut avoir une agence fédérale qui gère les grands projets, c'est-à-dire réduire la dépendance par rapport à la priorité à l'automobile, les autoroutes, etc. Réorienter des investissements publics vers les chemins de fer et reconnecter et redévelopper toute une série de connexions par voie ferrée, donc de type RER, intra-urbaine et entre zones rurales et zones urbaines, la transition énergétique, la lutte contre le changement climatique, ça demande des budgets importants et ça peut être financé pas simplement par l'épargne des déposants, mais par des emprunts qui pourraient être des emprunts légitimes pour des objectifs légitimes. Bon, voilà en quelques mots, mais vraiment on a pris le temps de définir l'idée de socialisation et on débat donc avec d'autres organisations. On est investi comme CADTM dans la campagne Belfius c'est à nous, mais pour nous, si vous voulez, c'est un peu qui veut le moins, qui veut le plus veut le moins. C'est-à-dire on est dans la campagne Belfius c'est à nous, mais ça ne suffit pas. Il faut s'occuper du reste. Et donc, on développe une campagne sur socialisation. Bon, alors, j'avais dit que je parlerais de ce qu'on a fait depuis 10 ans. Et en fait, quand il y a eu la faillite de Lehman Brothers, figurez-vous que moi j'étais en Équateur. J'étais là grosso modo depuis 12 mois, c'est-à-dire j'ai voyagé entre la Belgique et l'Équateur, et le président de l'Équateur, qui avait été élu en décembre 2006, Rafael Correa, avait consulté le CADTM et l'organisation locale équatorienne qui s'occupait de la dette, et une fois élu, il nous a demandé de collaborer à la rédaction d'un décret de création d'une commission d'audit à participation citoyenne de toutes les dettes réclamées à l'Équateur entre 1976 et 2006. Et on s'est mis au travail. Et donc, pendant une période de 14 mois, j'ai passé 5 à 6 mois en Équateur à étudier avec une trentaine d'autres personnes en détail toutes les dettes réclamées à l'Équateur. Le 15 septembre, donc 2008, on annonce l'effondrement de Lehman, mais nous venions de nous réunir avec Rafael Correa et son gouvernement pour déposer nos conclusions. Et un mois et demi plus tard, en novembre 2008, l'Équateur, sur la base de nos conclusions d'audit, décidait de suspendre de manière unilatérale et souveraine le paiement d'une partie de la dette que nous avions identifiée comme illégitime et odieuse. Et entre novembre 2008 et juin 2009, l'Équateur n'a fait aucun paiement pour cette partie-là de la dette. C'était des titres venant à échéance en 2012 et d'autres titres, la plupart venant à échéance en 2030. Et grâce à son épreuve de force en non-paiement de la dette, l'Équateur a réussi à, je dirais, démoraliser les créanciers qui n'étaient plus payés, et ceux-ci se sont mis à revendre massivement leurs titres équatoriens à 20% de la valeur sur le marché secondaire des dettes, parce qu'il y a un marché secondaire des dettes publiques. Ça vaut pour la Grèce, ça vaut pour la Belgique, ça vaut pour tous les pays, il y a un marché secondaire des dettes souveraines. Et l'Équateur alors a pu racheter ces titres de la dette à une moyenne la moyenne c'est 30% de la valeur des titres. Donc il a racheté les titres, il a donc, pour un titre où il était mis $100,
il a donné 30 $, il a eu le titre, il l'a déchiré, il était écrit 100 dessus, et ça ne comptait plus. Donc il a dégonflé sa dette publique, et puis surtout, il y avait des intérêts à payer jusqu'en 2030 à du 8% de taux d'intérêt. Et là, il n'y avait plus de taux d'intérêt à payer, puisque les titres n'existaient plus. Et il a transféré cet argent dans les dépenses d'éducation, de santé, d'infrastructure. Donc ça, c'est à partir de novembre 2008. En décembre 2008, l'Équateur fait des émules et le président du Paraguay, qui était un ancien évêque théologien de la Libération, Fernand Lugo, il avait été élu au printemps 2008, il m'a contacté en décembre 2008 en disant « Est-ce que tu veux bien accompagner le gouvernement paraguayen pour faire la même chose que ce que l'Équateur a fait avec votre collaboration ?» Comme CADTM, on a dit tout de suite oui, on s'est transféré là-bas. Parmi ces conseillers, je ne sais pas si parmi vous, il y en a, mais je doute que ce soit le cas, il y avait un exilé paraguayen qui a vécu ici à Liège pendant quasiment 15 ans, pendant la période de la dictature paraguayenne. Il s'appelait Hugo Ruiz. Arnaud Zachary l'a très bien connu parce que Hugo est devenu permanent quand permanent du CADTM quand Hugo est devenu permanent quand Arnaud était encore permanent au CADTM. Ils sont connus. Et quand le président du Paraguay, quand le gars a été élu au printemps, il a fait revenir Hugo Ruiz, qui était un juriste, docteur en droit de l'Université catholique de Louvain. Et donc on avait quelqu'un du CADTM dans l'équipe présidentielle du président paraguayen. Et donc on a travaillé à un audit de la dette aussi au Paraguay, et c'était extrêmement intéressant, avec une participation citoyenne importante, et dans un climat où le Paraguay sortait d'une dictature. Vous avez peut-être en mémoire le nom du sinistre dictateur Stroessner, qui accueillait tous les nazis qui désiraient trouver asile dans un pays. L'Argentine en accueillait aussi, mais le Paraguay était vraiment un havre de paix pour une série de dirigeants nazis. Et il avait d'ailleurs, y compris, accueilli Anastasio Somoza, quand Somoza, en 79, a été renversé par la révolution sandiniste. Alors, janvier 2009, je vais aller vite je vais passer l'agenda. En janvier 2009, si on parle des réactions, etc., à la crise internationale, on a eu un formidable forum social mondial. C'est celui de Belém, à l'embouchure du fleuve Amazon, au Brésil. On était 120 000, 130 000, je ne sais pas si Arnaud était à celui de 2009. Là, en fait, le CADTM a tenu une assemblée mondiale à Belém pour adopter la nouvelle charte politique du CADTM, celle qui est encore en cours aujourd'hui. On avait une charte qui datait qui s'appelait l'appel de la Bastille et qui datait de 1989, et on l'a amendée entre une assemblée mondiale qui s'est tenue en décembre 2008 à Liège et une deuxième assemblée 2 mois plus tard qui s'est tenue à Belém, parce qu'on a élaboré ensemble avec toutes les composantes du CADTM la nouvelle charte mondiale. Et à ce moment-là, le CADTM, en janvier 2009, était présent dans une vingtaine de pays. Alors on a tenu la première université d'été du CADTM Europe à la Marlagne, à Ouépion, en juillet 2009, et on a publié un bouquin qui renvoyait à l'analyse de la crise de 2008-2009 et qui s'appelait « La crise, quelle crise au pluriel ?» où on analyse la crise bancaire, la crise climatique, la crise alimentaire, parce qu'on avait une énorme crise alimentaire en 2008-2009, la crise migratoire et la crise de gouvernance mondiale, puisqu'on passait d'un G8 qui était déjà illégitime, transformé quasiment en G7,
et puis transformé en G20, autoproclamé, sans aucune consultation internationale et avec aucun rapport avec les Nations Unies. En 2010, on a fêté les 20 ans du CADTM. En avril 2010, on a lancé un appel, c'était un mois avant le premier mémorandum imposé à la Grèce, on a lancé un appel aux féministes et des féministes contre l'austérité en Europe et pour promouvoir des activités féministes à l'échelle de toute l'Europe. Et bon, certains d'entre vous ont connu Denise Coman, c'était 1 mois et demi avant son décès. Elle a collaboré à la rédaction de cet appel avec des femmes comme Sonia Mitralias de Grèce et toute une série, Christine Van Dendal du CADTM Belgique, et c'était une initiative importante. Et puis, à la fin 2010, on a collaboré en tant que CADTM au lancement de l'audit citoyen de la dette en Grèce, qui a réellement démarré au mois de mars 2011. Mais entre-temps, avait éclaté, et c'était une très bonne nouvelle pour la planète et les mouvements sociaux, le printemps arabe. Fin 2010, un Tunisien s'immole, ça lance une vague de protestations en Tunisie. Ben Ali est renversé, je crois, mi-janvier ou à la 3e semaine de janvier. Quelques semaines plus tard, Moubarak en Égypte est dégagé également. On a donc là, en janvier-février, le début du printemps arabe. Puis à partir de mars, le mouvement des indignés au Portugal et en Espagne, mars-avril. Ce mouvement des indignés passe en Grèce avec le mouvement d'occupation des places en juin-juillet 2011. Et nous, on était tout à fait branchés sur la Grèce, puisqu'il y avait le premier mémorandum imposé à la Grèce à partir de 2010. Et on contribue, comme CADTM, au lancement de la commission d'audit citoyen de la dette grecque, avec une conférence à Athènes avec 3000 participants, 2011. En février 2011, il y a le Forum social mondial à Dakar, dans le climat du printemps arabe qui a démarré. Ça nous amène comme CADTM, et là, en collaboration avec le CNCD et ATTAC, à faire un travail très important sur les dettes odieuses réclamées à la Tunisie et à l'Égypte par des pays comme la Belgique, et on fait un gros travail vers des parlementaires en Belgique et au niveau des autres pays de l'Union européenne et au sein du Parlement européen. On sort d'un nouveau livre qui s'appelle « La dette ou la vie » où on analyse le développement de la crise et comment la crise de la dette passe d'une crise de la dette du tiers-monde pour les décennies précédentes à une crise de la dette qui touche de plein fouet les pays du Nord. On tient la 2e université d'été du CADTM Europe à la Marlagne en juillet 2011. En décembre 2011, on a la 2e assemblée mondiale du CADTM à Liège, au Verbois. Et là, c'est important au niveau de la vie du mouvement du CADTM. On se dit, le CADTM Belgique assure depuis 21 ans le secrétariat du réseau mondial. Ce réseau mondial est en plein développement. On est présent dans 15 pays d'Afrique. Il est temps qu'une organisation du Sud prenne en charge le secrétariat international. Et ATTAC, CADTM Maroc, donc ATTAC Maroc avait adhéré entre-temps au CADTM, c'est une organisation importante de Global ATTAC, et ATTAC, dès lors s'appelle ATTAC CADTM Maroc, et pose sa candidature pour assurer le secrétariat international du CADTM. Ça se passe à Liège en décembre 2011. En 2012, le CADTM contribue à créer à Bruxelles en avril 2012 un réseau euro-méditerranéen des audits citoyens de la dette. Et c'était assez formidable. On avait lancé avec ATTAC en France en tant que CADTM les CAC, les comités d'audit citoyens, qui s'étaient répandus d'une manière très rapide. Il y avait 90 comités locaux en France
comité d'audit citoyen, fin 2011 et au cours de l'année 2012. Puis en Espagne s'était développée la plateforme d'audit citoyen de la dette. Il y avait cette commission d'audit de la dette citoyenne en Grèce. Il y avait une initiative qui a démarré au Portugal. Et on se dit, il est temps de créer une structure euro-méditerranéenne avec nos amis de Tunisie et d'Égypte qui sont sortis de la dictature. Et on a créé ICANN, jeu de mots par rapport au clin d'œil par rapport à Barack Obama qui avait été élu un an et demi plus tôt avec le thème de sa campagne ICANN, je peux. Et donc ICANN, ça veut dire International Citizen Audit Network. Donc le réseau international citoyen d'audit ou d'audit citoyenne. ICANN. Qui existe toujours, mais qu'on envisage de réactiver parce qu'au cours des dernières années, il a baissé de régime. Alors, en mai-juin 2012, rappelez-vous, il y a les élections en Grèce. Syriza passe de 4% des voix en 2009 à 26% des voix en juin 2012. En juin 2012, on sait qu'à la prochaine élection, le peuple grec portera au gouvernement la force qui s'appelle Syriza et qui est une coalition de gauche radicale. Et cette coalition de gauche radicale, dans sa campagne électorale qui est un énorme succès, dit « Si vous nous portez au gouvernement, nous suspendrons le paiement de la dette le temps de réaliser l'audit de la dette. » Et donc nous étions en contact avec Alexis Tsipras, puis avec la commission d'audit citoyen en Grèce. En 2013, il y a le Forum social mondial à Tunis, un deuxième Forum social mondial qui a lieu à Tunis, avec 90 à 100 000 personnes. En mars 2013, la troisième Assemblée mondiale du CRDTEM au Maroc. Et là, depuis 2 ans, on évaluait la possibilité de transférer totalement le secrétariat international du CRDTEM, qui est à Liège, vers le Maroc. Et on se dit, tous ensemble, dans le réseau, c'est trop difficile de transférer tout d'un coup. Le régime marocain est un régime dictatorial. La attaque CRDT Maroc n'a même pas de compte bancaire officiel parce que le régime ne reconnaît pas son existence légale. Attaque CRDT au Maroc n'est pas... il est illégal. Il n'a pas été décrété illégal, mais il n'a pas de statut légal. Chaque fois qu'il essaie de déposer des statuts pour être reconnu comme personne juridique, on lui refuse son statut. Et donc c'est très compliqué d'avoir une organisation qui doit gérer le budget de l'organisation mondiale et qui n'a pas de compte bancaire en son nom. Parce que pour recevoir des subsides, vous ne pouvez pas dire au CNCD ou à la Fondation Rosa Luxembourg, ou encore moins à d'autres, verser l'argent sur le compte d'un sympathisant au Maroc, d'une personne privée, qui le transmettra à l'association. Ça marche pas comme ça. Et donc là, on a décidé ensemble qu'on créait un secrétariat international partagé du CADTM. Et donc depuis 2011, on a un secrétariat international partagé entre le CADTM Belgique et ATTAC CADTM Maroc, et ça marche très bien. On vient de tenir un conseil international mondial à l'espace Bellevaux, rue Bellevaux, il y a 4 jours, avec des délégués d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie, de la région arabe et de l'Europe, et le secrétariat, notre bilan était très positif. En 2014, en fait, si vous réfléchissez à l'évolution des dernières années, ici, Arnaud nous a montré la question des dettes publiques et des dettes des entreprises privées. Mais il y a un autre phénomène extrêmement important quand on parle de dette, et vous en êtes sûrement conscient, c'est le surendettement ici dans ce qu'on appelle le quart monde. C'est le microcrédit dans toute une série de pays en développement. C'est la dette des étudiants aux États-Unis, en Grande-Bretagne, dans tous ces pays où les réformes néolibérales de l'éducation ont rendu tellement cher le coût de l'éducation que les étudiants empruntent jusqu'à 100 000 dollars ou 100 000 livres sterling pour faire des études aux États-Unis. Un étudiant sur 2
a en moyenne une dette de 30 000 $, un étudiant sur deux. Donc, il y a aussi les dettes hypothécaires en Espagne, en Irlande, en Islande, des centaines de milliers de familles, et aux États-Unis, 12 millions de familles, celles notamment liées au subprime, ont été expulsées de leur maison suite à des contrats hypothécaires abusifs passés avec des banques qui en ont profité. Et donc nous, comme CADTM, on a intégré dans notre problématique, alors qu'on venait de la question de la dette des pays du tiers-monde, on y a ajouté la dette des pays d'Europe, la Grèce, mais aussi de la Belgique, et puis on y a ajouté les dettes privées illégitimes. Là, ce n'est pas les dettes des grandes sociétés privées, c'est les dettes des familles, des milieux populaires qui sont appauvris, qui sont dans un mécanisme d'appauvrissement et de dépossession parce qu'ils sont de plus en plus endettés. Et vous savez qu'ici à Liège, ça se vit tous les jours. Et vous savez que toute une série de militants syndicaux ont de plus en plus de mal à se dire je peux faire 8 jours ou 10 jours de grève, parce qu'il y a, c'est pas simplement qu'on ne reçoit pas le salaire, c'est qu'il faut payer des dettes. Il ne faut pas simplement bouffer et payer la facture. Et donc la pression des dettes privées sur les ménages populaires, d'autant que les salaires stagnent ou baissent, le financement de la consommation passe de plus en plus par une proportion d'endettement. Et donc nous sommes à analyser à fond la question des dettes privées, on va dire des ménages ou des individus qu'on pourrait considérer, qu'on doit pouvoir considérer comme illégitimes et pour lesquels on doit demander des solutions en termes d'annulation, etc. 2015, il me reste 3 ans, je fonce. Syriza est élu en janvier, avec plus de 36% des voix, et dans la foulée de l'élection, la présidente du Parlement grec, qui avait moins de 40 ans, Zoé Konstantopoulou, crée la commission pour la vérité sur la dette grecque et me demande d'en coordonner les travaux. Et donc je prends la charge de cette commission, je vais m'installer en Grèce pour plusieurs mois, avec des allers-retours entre Liège et la Grèce, et on travaille intensivement avec un Liégeois qui participe très activement, Olivier Bonfond, un Bruxellois du CADTM Renaud Vivien, quelqu'un dont vous avez peut-être entendu parler, mais qui a demandé à ce que son nom ne soit pas cité, Olivier de Scutter, professeur de droit à l'UCL et qui a été l'expert des Nations Unies sur le droit à l'alimentation, et qui donc, vu son rôle dans le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, ne pouvait pas publiquement dire « j'accepte d'être dans la commission », donc il m'avait dit « j'accepte, mais il ne faut pas le dire publiquement ». Et il y avait alors des Français d'Attac, Michel Husson, d'Attac, du Conseil scientifique d'Attac, qui a écrit plusieurs livres pour Attac en France, et d'autres, et des personnes en tout de 10 pays hors la Grèce, plus d'États délégués de la Grèce. Et donc nous avons fait un travail énorme, et malheureusement, Tsipras et Varoufakis ont adopté une stratégie qui a consisté à négocier jusqu'au bout avec des partenaires à Bruxelles et au FMI qui ne voulaient faire aucune concession. Et au lieu de s'appuyer sur nos travaux, Tsipras et Varoufakis ont préféré se ferrer, s'enliser dans une négociation qui a finalement abouti à la capitulation du 12 juillet. Mais c'était une expérience extrêmement importante en Grèce. La commission était extrêmement connue et soutenue dans l'opinion publique grecque. Il y avait un camarade aussi d'Attac Grèce, Thanos Kontagiris, qui faisait partie de cette commission. Alors, cette même année 2015, suite à un travail, on va dire, de contact avec des parlementaires, réalisé par des gens du CNCD, du CADTM, on réussit à faire adopter
au Parlement belge la loi belge le 12 juillet 2015 contre les fonds vautours. Le 12 juillet 2015, c'était une victoire importante. Le Parlement belge dit un fonds vautour, bon, je ne vais pas développer, mais un fonds spéculatif qui achète des titres de la dette à 15% de la valeur de ces titres ne peut pas prétendre devant un tribunal récupérer 100% de la valeur faciale du titre. Il peut juste prétendre à récupérer la somme qu'il a dépensée pour acheter au rabais les titres en question. Et donc c'était une loi très importante parce que les fonds vautours jouent un rôle extrêmement négatif. Alors, à partir de 2016, en réaction à la capitulation de Tsipras et pour éviter la répétition de ces capitulations, on lance, le CADTM participe avec d'autres personnalités, d'autres institutions, au lancement des conférences pour un plan B en Europe. Et on tient des conférences à Paris, à Madrid, à Copenhague, et y participent Mélenchon, Oscar Lafontaine d'Allemagne, Zoé Constantopoulou, ex-présidente du Parlement grec. On tient en avril 2016 la 4e Assemblée mondiale du CADTM à Tunis, et là on décide de passer de comité pour l'abolition des dettes du tiers-monde à comité pour l'abolition des dettes illégitimes, justement pour intégrer dans le libellé de notre nom les dettes qu'on n'avait pas jusque-là intégrées. Donc en plus de la dette du tiers-monde, toutes les dettes publiques et les dettes privées illégitimes dont j'ai parlé. En 2016, bonne nouvelle pour nous aussi, pour le CADTM, Attac Italie décide d'adhérer au réseau du CADTM international, de même que Attac Luxembourg, et Attac Italie décide de créer avec une dizaine d'autres organisations le CADTM Italie. Structure nouvelle qui dépasse donc Attac, parce que différentes d'autres structures que celles d'Attac se réunissent dans le CADTM Italie. On tient en 2017, vous voyez, j'arrive vraiment en 2018, la 5e université d'été du CADTM Europe à la Marlagne, et se crée en Espagne la plateforme contre les fonds vautours, parce que le travail qu'on a fait en Belgique finit par avoir des résultats en Espagne au niveau des mouvements sociaux, parce que là, les fonds vautours rachètent au rabais aux grandes banques espagnoles les titres de dettes hypothécaires. Donc les dettes hypothécaires que les grandes banques espagnoles, Santander, BBVA, n'arrivent pas à récupérer, elles les vendent à des fonds vautours qui se chargent après d'harceler les familles, de les menacer, etc., pour quand même récupérer quelque chose de ces dettes impayées. Donc se crée la plateforme contre les fonds vautours en Espagne en 2017. En 2018, et là heureusement ça nous dépasse totalement, ça dépasse Attac et le CADTM, c'est la formidable mobilisation féministe à l'échelle internationale. C'est une grève des femmes qui est suivie en Espagne par des millions de femmes. Des millions de femmes manifestent dans la rue, mais c'est aussi en Argentine des centaines de milliers, aux États-Unis des millions de femmes, y compris en réaction par rapport à la politique de Donald Trump. Et de notre côté, c'est la victoire de la campagne internationale contre les fonds vautours. C'est-à-dire que, en association avec le CNCD et la LFLFF du côté flamand, donc l'équivalent flamand du CNCD, on est allé devant la Cour constitutionnelle belge pour défendre la loi de 2015 contre le principal fonds vautour de la planète. Il s'appelle NML Capital, il est connu aussi comme Elliott Associates. Il est dirigé par un magnat qui s'appelle Paul Singer. Il est basé aux États-Unis. Et ce fonds vautour était allé devant la Cour constitutionnelle belge pour faire déclarer anticonstitutionnel, inconstitutionnel, la loi belge contre les faux vautours, en disant « Vous me menacez, moi, or la Belgique a signé des traités internationaux qui garantissent tous mes droits, donc votre loi
en vertu des traités internationaux, et c'est ça tout l'enjeu du CETA, TAFTA, etc., des accords sur les investissements et le partenariat économique, c'est qu'après on peut s'en servir contre les États. Elliott, Paul Singer voulait s'en servir contre la loi. Et on mène une campagne, on se constitue nous-mêmes acteurs dans une procédure juridique. C'est la première fois qu'on est amené à aller devant la Cour constitutionnelle pour défendre une décision de l'État belge. On est allé défendre une loi de la Belgique parce qu'elle était bonne pour elle. Et grâce à une campagne qu'on mène, on fait un film, on fait des manifestations, on fait un appel international, la Cour constitutionnelle, finalement, tranche en faveur des plaignants, donc, ou des défendants, dans ce cas-là, face à Elliott, et donc en faveur de ce que le CNCD, le FELFEL et le CADTM demandaient, et confirme la validité de la loi contre les fonds vautours. Et je termine, en Égypte naît une nouvelle organisation qui demande son adhésion au CADTM, et vous savez que c'est une situation, une dictature, celle de Sisi, extrêmement dure. En Tunisie, un des dirigeants d'Attaque Tunisie, membre du CADTM, avait été élu à l'Assemblée constituante, il s'appelle Fatih Chamki, il était il y a encore 3 jours ici en Belgique, et Fatih Chamki, comme député, a déposé il y a 1 an un projet de loi pour instituer une commission d'audit de la dette. Il a réuni la signature de 72 députés, et il y a 15 jours, le projet de loi sur l'audit était en discussion à la commission financière, et normalement dans 1 mois et demi,